Et c'est l'heure de notre débat consacré aujourd'hui à ce convoi humanitaire russe qui tente de passer la frontière ukrainienne. L'Ukraine a fini par donner son feu vert, mais sous certaines conditions. Parmi elles, le convoi devrait être confié au CICR, une initiative que les autorités de Kiev ne voyaient jusque-là pas d'un bon œil. Elles craignaient que Moscou ne tente en fait de s'introduire sur son sol. Le Kremlin avait assuré de son côté que ces près de 300 camions étaient bien chargés de plus de 1800 tonnes d'aliments, de médicaments et de générateurs destinés aux civils victimes de combats dans l'est du pays. Pour en parler, sont avec moi sur ce plateau Cyril Brett, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Ukraine. Bonjour. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Et Pavel Tchinski, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors je vais d'abord me tourner vers Cyril Brett. L'Ukraine a fini par accepter ce convoi humanitaire russe, mais sous certaines conditions, ça a été bien précisé. Notamment, l'aide doit être contrôlée par le CICR, la Croix-Rouge donc, et conduite directement dans la ville de Lugansk. Pourquoi avoir imposé ces conditions-là bien précises ? Bien, quand on parle d'intervention humanitaire, ce ne sont pas seulement les contenus allégués ou réels des transporteurs qui sont importants, ce sont évidemment plusieurs conditions à remplir. L'accord de l'État et des autorités souveraines qui s'exercent sur le territoire, bien évidemment, l'indépendance des fournisseurs d'aide et la vertu d'une intervention humanitaire étant de se porter au secours des population civile qui nécessite, et c'est le cas, une aide humanitaire, de bien garantir que cette aide n'est que destinée, remplira cette fonction-là dans le territoire en question. Je pense que l'OSCE, le CICR, le gouvernement ukrainien et l'ensemble de la communauté internationale ont énoncé des conditions pour que cette intervention humanitaire puisse se dérouler au mieux et sans risque de attiser un conflit qui est, on le sait, depuis assez longtemps, très meurtrier. Pavel Tchinski, la Russie a affirmé à plusieurs reprises avoir donné plusieurs fois des gages de bonne foi sur la façon dont allait se dérouler l'acheminement de ce convoi. Moscou avait notamment assuré qu'ils étaient d'accord pour qu'il soit conduit sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge. Est-ce qu'on peut croire en la bonne foi de la Russie sur ce point ? C'est une question qui, sur un plan moral, est difficile à laquelle il est difficile de répondre. Je crois qu'on peut énoncer des arguments de bon sens. Et le premier d'entre eux, c'est de dire que la Russie n'a pas besoin d'un convoi humanitaire braquant l'attention de toute la communauté internationale et tous les médias possibles et imaginables pour faire passer des armes ou voir des soldats armés en Ukraine, puisque la frontière russo-ukrainienne n'est pas close. Et Dieu sait qu'on le reproche suffisamment au président Poutine, en lui expliquant que la clôture de cette frontière serait le meilleur gage d'un apaisement rapide du conflit à l'est de l'Ukraine. Donc à moins de prendre l'exemple de la nouvelle d'Edgar Poe, la lettre volée, et se dire que la meilleure manière de cacher quelque chose, c'est de le montrer au grand jour, je ne pense pas que le président Poutine soit un si grand lecteur d'Edgar Allan Poe. Mais alors pourquoi, dans ces cas-là, depuis plusieurs jours, finalement, chacun se renvoie la balle, hein. La Russie, en disant je suis de bonne foi, tout va bien se passer. L'Ukraine qui est dit au début, non, on n'acceptera pas, surtout pas un convoi russe humanitaire ici, sur notre territoire. Finalement, ce retournement de situation, on se demande pourquoi finalement avoir fait toutes ces émules pendant plusieurs jours pour qu'on en arrive là. Je crois qu'il se renvoie la balle non pas depuis plusieurs jours, mais depuis plusieurs mois. Et que le premier qui évidemment, se met d'accord avec le rival... Convoi, bien sûr, sur ce convoi humanitaire. Mais qu'il s'agit du convoi... Mais c'est un nouveau prétexte finalement pour continuer justement à se renvoyer la balle ? Je crois que le président Poutine n'est jamais là où on l'attend. Et c'était vrai avec la riposte aux sanctions occidentales. Personne ne s'attendait à cet embargo alimentaire, à cette liste de produits. On pensait effectivement à des restrictions d'importation sur un certain nombre de produits énergétiques et gaziers, plutôt d'exportation justement à destination de l'Union européenne. Et là où Poutine est présenté la plupart du temps comme un faiseur de guerre, comme un président belliqueux, attisant le conflit, on le voit là décidant d'envoyer un convoi humanitaire avec toute la bonne volonté que ça peut impliquer, en tout cas sur un plan médiatique. Alors on l'a compris, l'Ukraine accepte, mais elle reste méfiante. Elle a raison de rester méfiante ? Écoutez, elle a plusieurs éléments d'inquiétude qui sont partagés par certains de ses alliés. La concomitance entre ce geste humanitaire, avec
le principe duquel personne ne pourrait s'inscrire en faux, et le doublement en quelques jours du nombre de troupes qui sont stationnées sur la frontière, c'est son droit le plus souverain à la Russie, mais la concomitance peut être troublante. Un deuxième élément, la Russie, la Fédération de Russie sur la scène internationale depuis plusieurs années est extrêmement cohérente dans la défense de la souveraineté nationale et l'hostilité à l'ingérence, y compris humanitaire, sur d'autres théâtres contemporains, et elle se fait aujourd'hui le champion, l'expression est peut-être un peu excessive, mais elle se réclame de ce principe d'ingérence humanitaire pour se porter sur un territoire, se diriger vers un territoire où se déroule un conflit, où sans être une partie officielle, elle a des leviers d'action que tout le monde s'accorde à reconnaître, de sorte que l'idée d'un cheval de Troie qui a été défendu par les autorités ukrainiennes sont sans doute excessifs. Il faut sans doute parler plutôt d'une baguette de Circé, si on veut rester dans le geste homérique, c'est-à-dire d'un moyen pour Vladimir Poutine, vous l'avez dit, dans un moment, on peut le dire, où il était en difficulté, si ce n'est du point de vue opérationnel, du point de vue de l'image, est une façon de se transformer de grand méchant en bon samaritain. Voilà. Donc je pense que la thèse du cheval de Troie est invérifiable, sans doute excessive. Elle participe d'une dynamique de négociation et de bras de fer entre Kiev et Moscou. Et il ne faut pas sous-estimer, il ne faut jamais sous-estimer la capacité tactique des autorités russes qui, sur le dossier ukrainien comme sur d'autres, effectivement font preuve d'une créativité qui a de quoi prendre de court la plupart des observateurs, bien sûr, et des acteurs de cette crise. Je vous voyais réagir justement, vous pensez que c'était le bon moment pour Vladimir Poutine justement d'agir ? En tout cas sur un point de vue humanitaire, puisqu'on sait que les populations à l'est du pays sont en grande difficulté et qu'il fallait de toute façon qu'il se passe quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et comme l'aide humanitaire n'arrivait peut-être pas forcément assez du côté de la communauté internationale, est-ce que justement Vladimir Poutine avait un atout à jouer, une carte à jouer ? Sur un plan idéologique, la position totalement antagoniste des Russes d'un côté, des Occidentaux de l'autre sur la crise ukrainienne est la suivante. Les Russes défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tandis que les Occidentaux défendent le principe intangible des frontières garanties par les traités internationaux. Il y a donc une cohérence de la part de Vladimir Poutine, défendant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à se faire le partisan d'une ingérence humanitaire, puisque on n'est pas du côté du droit, on est du côté de la population. Ça, c'est une cohérence effectivement, Cyril, que vous avez souligné. À cette cohérence s'ajoute un sens de l'à-propos qui avait, encore une fois, surpris la communauté internationale au moment de la crise syrienne, quand on se rappelle de l'initiative du ministre Lavrov, qui avait pris, encore une fois, tout le monde de court, alors que les événements semblaient beaucoup plus dramatiques à l'époque. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est dans une posture depuis plus d'une dizaine de jours, et Dieu sait que la presse, notamment anglo-saxonne, le souligne, l'appelant de paria, expliquant que c'était le perdant de cette manche-là de ce conflit, comme s'il s'agissait d'une forme de match de guerre froide, et c'est également ce que beaucoup de couvertures, hélas, illustrent. Ici, Vladimir Poutine reprend la main. Jusqu'à quand et avec quelles conséquences, il est hélas trop tôt pour le dire. Mais est-ce que l'Ukraine, justement, en donnant ces conditions bien précises, en acceptant évidemment, parce que l'Ukraine ne pouvait peut-être pas non plus continuer à dire non à cette aide humanitaire, sachant justement que la population de l'Est en a besoin et qu'elle allait peut-être se mettre ses citoyens à dos au final. Je pense qu'il y a deux logiques à bien prendre en compte, la logique humanitaire et la logique de la souveraineté pour l'Ukraine. Et dans les deux cas, la réponse peut entrer en tension. Du point de vue humanitaire, chacun reconnaît que les besoins des populations civiles sont extrêmes. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas la France qui déclare cela, c'est tout simplement le HCR. Je veux dire, on est à un nombre de réfugiés, de déplacés considérable, ou
Où ailleurs dans le monde pourrait-il y avoir 300 000 déplacés sans que la communauté internationale s'en saisisse? Alors maintenant, sur le plan de la souveraineté nationale, le besoin lui aussi est vérifié. La nouvelle administration ukrainienne a fait, en cohérence avec le discours inaugural du président Poroshenko, du rétablissement de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l'Ukraine son absolue priorité, ce qui est la définition même de ce que c'est qu'un État ukrainien. De sorte que, aussi bien la conduite des opérations que ses buts, que, enfin, l'énonciation de conditions pour l'entrée sur son territoire national d'un convoi non militaire, mais d'un convoi non national, donne une grande cohérence à l'attitude des autorités ukrainiennes sur ce principe de rétablissement de la souveraineté nationale. J'ajoute à cela que dans les relations entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, il est de toute évidence indispensable de rétablir la souveraineté nationale. On s'en souvient, en mars, et même dès janvier, l'une des raisons de l'attitude russe, constamment, les déclarations du Premier ministre, les déclarations du président, les déclarations du ministre des Affaires étrangères, étaient de réclamer l'instauration de pouvoirs publics disposant du monopole de la violence légitime sur l'intégralité du territoire. Donc, si l'Ukraine entend dialoguer, c'est ce que tout le monde espère, à la fin, avec la Russie, elle est dans l'obligation de rétablir son monopole sur et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Justement, parce que Pavel Chiński, est-ce que c'est un signe peut-être, un premier signe d'apaisement, on peut dire, et d'un renouveau dans le dialogue entre la Russie et l'Ukraine? Nous l'espérons tous. Il y a eu un certain nombre de signaux envoyés par Vladimir Poutine dès en fait la fin de l'année 2013 et qui, pour des raisons diverses et variées, ont été mal accueillis du côté de la communauté internationale. Alors il y a beaucoup d'interlocuteurs, il y a une Europe à 28 qui est extrêmement divisée sur l'attitude à avoir vis-à-vis Mais quand on voit par exemple ce qui s'est passé en Crimée, c'est peut-être normal que certaines personnes aient eu peur, notamment au niveau de l'Ukraine, de voir peut-être la Russie envahir d'autres parties de l'Ukraine. Alors, certaines personnes, j'imagine que vous parlez plutôt de certains pays, les positions des Baltes, des Polonais vis-à-vis des Russes est modelée par une histoire qui est ce qu'elle est. Donc on peut parfaitement comprendre leurs appréhensions. La position d'un pays comme la Finlande, dont un certain nombre de députés du Parti communiste finlandais, je crois, ont demandé, dans le cadre de l'Union européenne, des compensations aux sanctions contre la Russie pour cause de dommages à leur balance commerciale. La France et l'Allemagne ont encore une position qui est complètement différente. Donc c'est extrêmement difficile de répondre dans ce cadre-là à un certain nombre d'initiatives diplomatiques issues du Kremlin. Ce que, à titre personnel et professionnel, je constate, en tant que directeur de chambre de commerce franco-russe, c'est que, hélas, aujourd'hui, il y a bien peu de plateformes d'échange, de plateformes de négociation. À partir du moment où les Russes, historiquement, ont une forte réticence à dialoguer avec beaucoup d'interlocuteurs et ont toujours privilégié le dialogue un à un avec tel ou tel représentant national. Aujourd'hui, les chancelleries se parlent peu et le fait de frapper les entreprises avec ces sanctions économiques assèche l'un des canaux les plus stables et, à mon avis, les plus fructueux de dialogue, qui est le commerce international. Donc il est possible, d'ailleurs, enfin on l'a vu, hein, la Russie a été sanctionnée à diverses reprises par les États-Unis et par l'Europe. Finalement, ils ont agi très très vite. Ils ont eux aussi sanctionnés. Est-ce qu'on parle souvent, d'ailleurs, je vous pose une question là, du fait que ça peut retomber sur l'Europe, finalement, le fait d'avoir pris ces mesures-là? Vous êtes bien mieux placé pour connaître le détail et la ventilation de la dépendance mutuelle qui existe entre les deux pays. Ce qui est assuré, c'est que, au moins du point de vue énergétique et du point de vue technologique également, même si ces deux domaines, une véritable symbiose préside aux relations entre un certain nombre de pays de l'Union européenne. Et je souscris entièrement à cette vue, selon laquelle non seulement les plateformes, mais aussi les paradigmes de dialogue entre l'Union européenne et la Russie, la Fédération russe, doivent être développés, renouvelés. La grille d'analyse qui est proposée concernant la crise ukrainienne est par trop simpliste. C'est-à-dire que même si on se fait le champion,
celui de la souveraineté nationale, même si on défend des principes humanitaires sur lesquels tout le monde s'accorde. On ne peut pas comprendre cette crise, lui trouver une solution, lui trouver une issue, sans prendre en compte un minimum les intérêts et les points de vue des deux parties. À analyser la position de l'Union européenne comme étant une OPA agressive sur l'étranger proche de la Russie, on se méprend dans certaines déclarations russes sur la portée de l'intégration de l'Ukraine dans l'espace européen. Et à l'inverse, à comprendre la stratégie ou la tactique, sans aucun doute plutôt la tactique des autorités russes visant à annexer ou laisser vivre, on se trompe encore une fois. La Crimée n'est pas l'Ukraine et l'Ukraine n'est pas la Crimée. On ne trouvera une issue sur ce point que si chacune des deux parties cesse de caricaturer l'autre. Je reviens encore à cette métaphore du cheval de Troie. C'est prêter aux autorités russes et plus précisément au président une ruse à la Ulysse qui viserait à détruire Troie. Je pense que ça n'est pas le cas. Je pense que c'est... Ce ne serait pas le but de Vladimir Poutine. Les buts de Vladimir Poutine sont connus de Vladimir Poutine, de ses conseillers. Je ne suis pas psychologue ni anthropologue. Ce qui est évident, c'est que la Russie a des intérêts négatifs et des intérêts positifs. Son intérêt négatif, c'est de ne pas voir se porter l'OTAN à ses frontières. Et son intérêt positif, c'est d'entretenir avec le corridor énergétique ukrainien et plus largement avec son voisinage occidental, des relations où ses préoccupations puissent être prises en compte et des compromis trouvés. Reste à savoir maintenant si les autorités russes et les autorités européennes, dans leur diversité, sont prêtes à trouver ce point d'accord. Ça reste à voir. En tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ce débat. Merci à vous. Merci. L'information continue sur France 24.